Monsieur le Premier ministre, la Loire et les départements voisins ont été frappés par un épisode climatique d'une rare intensité. Dans la vallée du Gier et le massif du Pilat, les cours d'eau ont atteint des niveaux de crue historiques, causant des dégâts considérables. La mobilisation exceptionnelle des services de secours, que je tiens à saluer ici, nous a permis d'éviter le pire sur le plan humain. Avec le député Pierrick Courbon, nous vous avons immédiatement écrit pour demander des mesures permettant d'accompagner la réparation de ces dégâts, mais aussi de préparer l'avenir. Si la procédure de reconnaissance en catastrophe naturelle a été rapidement demandée, elle ne suffira pas à répondre aux besoins, notamment pour les dégâts non assurables. Vous annoncez un plan national d'adaptation au changement climatique. Comment imaginez-vous que vous allez répondre aux enjeux avec ce plan alors que vous siphonnez les outils existants? Ainsi, vous retirez 1,5 milliard d'euros du fonds vert, un outil dont les communes, y compris les plus petites, se sont pourtant saisies pour investir dans la transition écologique. Je pense aussi, et j'associe à ce propos mon collègue Hervé Gillé, au fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fameux fonds Barnier, monsieur le Premier ministre. Alors qu'il est financé à hauteur de 450 millions d'euros cette année, seuls 225 millions d'euros y sont affectés dans le PLF. De même, il existe aujourd'hui une collectivité, qu'on connaît tous ici, dont la vocation est l'organisation de la solidarité territoriale, c'est le conseil départemental. Mais comment pourra-t-il soutenir les communes sinistrées alors qu'il est affaibli comme jamais dans ce PLF pour le seul département de la Loire, le mien? C'est une ponction de 16 millions d'euros qui est prévue. Allez-vous renoncer à cette ponction? Hier encore, vos ministres saluaient les élus locaux mobilisés face à cette catastrophe, comme vos prédécesseurs d'ailleurs l'avaient fait après la crise sanitaire, après les émeutes, après chaque événement face auquel les communes sont en première ligne. Mais finalement, quelle est la valeur de ces mots si, dans le même temps, vous retirez aux élus les moyens pour mener ces combats indispensables? Ma question s'adresse à la ministre des Partenariats avec les territoires. À l'aune des discussions du budget, alors que la France connaît un déficit record, si chacun doit fournir des efforts, celui demandé aux collectivités locales est disproportionné. Communes, métropoles, départements, régions sont unanimes pour contester ce budget. Ce projet est délétère pour les collectivités que vous êtes censés défendre. Alors qu'elles représentent moins de 9% de l'endettement public, elles devraient fournir 15% de l'effort de redressement d'après nos projections. Madame la ministre, monsieur le ministre, quelle réponse apportez-vous aux collectivités qui se mobilisent aujourd'hui, qui nous interpellent et pour lesquelles vous demandez un effort injuste et insoutenable? Quels services publics locaux seront sacrifiés et sur quel territoire? Monsieur le ministre, il faut dire la vérité aux adjoints aux finances, aux vice-présidents des collectivités qui construisent les budgets actuellement. Ce ne sera pas 5 milliards, mais si vous comptez les effets indirects, les effets induits, les effets de non-compensation de l'inflation, nous serons plutôt, selon nos estimations, entre 8,5 et 10 milliards d'euros. À ça s'ajoutera l'effet récessif dont vous n'avez pas parlé. L'effet récessif, il se retrouvera dans les budgets 2026 et 2027 des collectivités. Les charges qui incombent aux collectivités locales augmentent avec les transferts. Elles ne sont pas compensées par l'État et toutes les collectivités locales vont se retrouver dans un effet de ciseaux. J'ai une pensée particulière pour les départements qui ont des dépenses sociales contraintes très fortes et qui sont spécialement dans cet effet de ciseaux et dans cette impasse. Les petites communes seront aussi concernées car elles contractualisent avec les départements et les régions. L'AMF, les départements de France, les régions de France, France urbaine sont à nos côtés pour vous interpeller. Les collectivités locales n'ont pas à être sacrifiées à l'autel de la mauvaise gestion des macronistes. À gauche, nous portons des propositions de bon sens et équilibrées pour les collectivités. J'espère que nous serons nombreux à les défendre sur ce budget. Monsieur le ministre, ma question aurait pu porter sur la mise en œuvre du plan vélo et le développement des infrastructures cyclables. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Car le meurtre de Paul Varry, cycliste écrasé volontairement par un automobiliste le 15 octobre à Paris, est un drame qui illustre une violence routière trop banalisée, une agressivité largement tolérée et rendue encore plus dangereuse aujourd'hui par la taille des véhicules qui ne cesse d'augmenter. L'enjeu va bien au-delà de la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Il est celui de la violence sur la route dont peuvent être victimes tous les Français, quel que soit leur mode de transport. Il faut sortir du déni de la violence routière qui représente un danger d'abord pour les plus vulnérables, piétons comme cyclistes. Mettant fin au silence du gouvernement après la mort de Paul Varry, le ministre des Transports a enfin annoncé la création d'une mission contre les violences et pour, je cite,
protéger tous les usagers de la route. Je sais que les associations de cyclistes ont salué cette initiative. Mais au-delà de la communication, voulez-vous vraiment vous attaquer en profondeur au sujet de la violence routière, vous y attaquer dans la durée et en associant tout le gouvernement, c'est-à-dire les transports, mais aussi l'intérieur et la justice? Monsieur le ministre, la mort de Paul Varry a suscité à Paris et dans tout le pays une émotion immense. Il doit en sortir une politique publique forte qui contribue à un changement des mentalités, des pratiques et de notre société elle-même. Une voiture est un moyen de transport, pas une arme par destination. Ce que nous vous demandons, c'est de refaire de la sécurité routière et de la lutte contre la violence motorisée une priorité de l'action publique.